véhicule. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien et toi? Super, moi aussi je t'entends. Il n'y a pas d'écho. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, je crois le miracle. Ah là là. Oh, merci, chère collaboratrice. Est-ce qu'il faut vous acheter du poulet pour vous remercier ou bien on fait comment? Oui, il faut acheter du poulet. Elle aime bien le cocha, elle m'a mis de dé aussi. Le cocha, ok, ben on fera une petite donation. Alors, si tu trouves de la stabilité pour qu'on soit tranquille, dis-nous dès que tu as trouvé. Ça me permet pendant ce temps de vous annoncer à tous que nous serons ce soir avec Christopher Mukoka, CEO de Betu, une société d'investissement. On peut dire que c'est une société d'investissement. En tout cas, on va parler ce soir d'investissement, de chiffres, de réussite et de qui est très peu discuté en fait au Congo et dans le monde de l'entrepreneuriat en général et qui pourtant est particulièrement fondamental. Il y a aussi pas mal de mythes qu'on va essayer de comment dire, qu'est-ce qu'on fait des mythes? On les casse, on les debunk en anglais, mais en français je ne sais pas comment on dit, désolé. En tout cas, on va un petit peu parler de cela. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur l'investissement, sur comment démarrer et faire fructifier en particulier, et surtout le sujet de base dont on va parler aussi ici, c'est je vais te laisser le révéler, hein, c'est un domaine extrêmement important de l'indépendance et l'autosuffisance de chaque pays et pour lequel malheureusement il n'y a pas suffisamment de candidats entrepreneurs ou les candidats entrepreneurs n'affichent pas une stratégie suffisamment adéquate que pour gagner sur ce secteur. Christopher, tu es toujours avec nous? Je suis là. Nickel. Comment vas-tu? Très très bien. Ça se passe bien et j'espère que de ton côté ça va aussi. Ça va, super. On est un peu fatigué évidemment. Beaucoup de choses se passent dans l'arrière-boutique de Kinshasa. On ne peut pas encore tout révéler maintenant, mais on va vous le dire dans quelques jours. Du coup, on est assez fatigué. Mais ça va très très bien. Je vois un très joli décor derrière toi. Tu me disais il y a un instant que c'est le siège social. Oui, c'est le siège social de toutes les entreprises que nous avons, donc Betu, Coucou et Black & Yellow. Ok, est-ce que tu peux brièvement présenter... Alors moi, je vais d'abord te présenter toi, disant, ben voilà, Christopher, c'est un jeune entrepreneur, investisseur et trader. Est-ce qu'on peut dire trader? De 27 ans à peine, ok. De 27 ans à peine, il a toujours été extrêmement intéressé par la microfinance et les rapports entre l'entrepreneuriat et la finance, la stratégie d'entreprise. Il a été et il est toujours consultant pour les entreprises en stratégie, si je comprends bien. Et tu es aussi investisseur. Tu nous as expliqué la dernière fois comment est-ce que tu faisais, comment vous faites, parce que tu n'es pas tout seul, tu es le visage de l'entreprise, mais tu es clairement pas tout seul, vous êtes plusieurs dizaines, et ça c'est très important de le rappeler. Comment vous faites pour sortir votre épingle du jeu, là où tout le monde se plaint de la réalité congolaise en disant qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas de possibilité. Toi, tu fais des merveilles. Donc, c'était le petit résumé. Est-ce que tu peux nous parler des trois sociétés? Donc, Betu, Black & Yellow et Coucou, ou l'inverse, dans l'ordre que tu veux. Alors, on va dire Betu, on fait du conseil en stratégie d'entreprise et en investissement. Donc, nos clients, ce sont des PME en général. Et on les aide à faire des business plans, à monter des stratégies, que ce soit marketing, de distribution, commerciale, ainsi de suite. De l'autre côté, au niveau de l'investissement, on aide les PME à se financer, que ce soit à travers les banques, que ce soit à travers des investisseurs privés ou des fonds. Et puis, on aide également les particuliers à investir dans des business, donc que ce soit sous forme de prêt ou que ce soit sous forme d'apport en capital. Donc, c'est grosso modo ce que nous faisons. Alors, je disais la dernière fois qu'on a lancé une nouvelle activité. Le conseil, c'est bien, mais ça fait un peu mal parfois de rencontrer des gens, par exemple, que vous aidez à travers une stratégie, mais en réalité, c'est juste parce qu'il y a un bailleur occidental qui veut investir et il a demandé un business plan. Alors, il le fait juste pour ça. C'est vrai que c'est bien rémunéré, mais c'est pas valorisant pour ce qu'on fait. Mais ça arrive aussi régulièrement. Donc, du coup, on s'est dit, OK, il y a des opportunités énormes. Bah, pourquoi pas faire du business development? Pourquoi pas commencer nous-mêmes à créer des projets, à les monter de A à Z, à les diriger, à leur faire atteindre une certaine taille
et puis à mettre d'autres gens pour gérer. Et le premier projet sur lequel on a travaillé de cette manière-là, c'est Coucou. Donc, c'est des grillades. Et ensuite, là, on passe à Black and Yellow, qui est un projet agricole, que nous avons déjà commencé d'ailleurs. Et ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Black and Yellow? Comment ça a commencé? D'où vous est venue l'idée? Et qu'est-ce que vous faites très concrètement? Alors, grosso modo, on va dire que Black and Yellow est d'abord né du fait qu'on voulait se diversifier. On est en RDC. Il suffit d'une petite crise, que ce soit politique et autres. Moi, je crois que la crise qui m'a le plus fait mal, c'était la crise politique. En ce moment-là, c'était très dur. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. C'était très compliqué. Et c'est là que j'ai vu que c'était très pertinent d'avoir d'autres activités à côté qui pouvaient rapporter de l'argent et qui étaient dans des secteurs qui étaient peu touchés par les crises à répétition qu'il y a ici pratiquement chaque année, chaque 2 ans, ainsi de suite. Alors, on s'est dit que le secteur primaire était pertinent en ça. Alors, comme je n'aime pas les mines à cause de tout ce qui se passe ici en RDC et de tous les politiques qui s'y mêlent, on s'est dit que l'agriculture était un secteur intéressant, risqué, en tout cas suffisamment risqué pour que les gens ne puissent pas trop y aller. Alors, on a essayé de faire notre checking et on s'est rendu compte que la raison, c'était que la plupart des gens se focalisaient, les gens voulaient être leaders dans tout. Donc, ils vont venir, ils vont mettre des maïs, ils vont mettre des tomates, ils vont mettre des piments, ils vont mettre beaucoup de choses. Alors que nous, par essence, notre stratégie de base, c'est toujours de commencer par une niche. Que ce soit avec Coucou, que ce soit avec Bétou, de manière générale, on va toujours dans une niche. Et là, on s'est dit, on a fait une petite étude. On a vu que sur les tomates, le piment et le gombo, c'était très pertinent de s'y lancer. Et en étant à Kinshasa, on pouvait avoir une réelle portée. Et on s'est dit, OK, pourquoi pas réunir des gens, simplement. Ok. Et tu disais il y a un instant que l'agriculture, c'est risqué. En quoi est-ce que c'est risqué, l'agriculture? Alors, c'est risqué parce que ça dépend des saisons, faut le dire. J'ai notre ingénieur agronome en chef, par exemple, qui lui-même cultive ses propres terres. Par exemple, il faisait beaucoup d'argent. Les rentabilités sont très intéressantes. Là, on parle de plus de 100% en général. Sauf que lorsqu'il y a un problème qui arrive, par exemple, dans son cas, c'était que il y a eu une inondation, la rivière a quitté son lit habituel et tout est parti. Alors comme ici, en général, à Kinshasa, je le disais l'autre fois, les gens sont toujours court-termistes. On fait jamais de stratégie, pas de plan. Donc ils vivaient au jour le jour, tout est parti. Tout le capital est tombé. Et ça, c'est un risque qui est énorme. Autre chose aussi, c'est que on nous parlait souvent du fait qu'il y avait un problème pour transporter les récoltes, pour les amener vers les lieux de distribution. Oui. Alors ça, c'est vrai, mais ça dépend de là où on produit. Ça dépend de là où on produit. C'est un peu exagéré. À mon avis, je pensais la même chose. Mais quand je suis allé sur terrain, j'ai vu que c'était très exagéré. En réalité, d'ici jusqu'au Congo central, j'ai fait une mission récemment là-bas, les routes sont très bonnes. Tout à fait. Les routes sont très bonnes. Il n'y a que 2 voies, certes, mais les routes sont très bonnes. Il suffit d'avoir un... En tout cas, les potentialités sont là et on peut les exploiter. Donc, autre chose peut-être comme difficulté aussi, si je peux appeler... Une petite coupure. Donc, tu disais que les routes étaient très bonnes entre Kinshasa et le Congo central. Oui, les routes sont très bonnes. Et puis, même à l'intérieur de Kinshasa, il y a beaucoup de terres qui peuvent être exploitées. Et pour vous dire, dans l'agriculture, par exemple, les terres ne valent rien. Pour 1 hectare, vous les acquérez à $300. Pour $300, vous avez 1 hectare de terre. Donc, 400. Quand vous allez en Banzangourou, Congo central, avec $200, vous avez 1 hectare de terre. Alors que ça se loue autour de, allez, $100-150 pour 1 année, 2 ans aussi, 1 hectare. Donc, les terres ne valent rien. Mais quand il faut penser à tout ce qu'il faut investir dedans pour réellement faire quelque chose avec un rendement pertinent, là, ça commence à faire mal. Et qu'est-ce que ça représente pour une personne qui se dirait que voilà, beaucoup de gens se disent que l'agriculture est inaccessible parce que ça demande une certaine compétence, ça demande de réels moyens pour avoir des machines, ça demande énormément de choses, c'est un travail de la terre, il faut idéalement être né dedans. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se disent ça? Ça demande beaucoup de choses, mais il faut dire que il faut s'appuyer sur les infrastructures qui existent. C'est-à-dire, par exemple, les tracteurs se louent. Okay? Quand il faut faire le labour, c'est $100. Vous louez le tracteur et c'est bon. S'il n'y a pas de tracteur, en général, il y a toujours des paysans, des locaux, qui recherchent évidemment du travail.
et qui sont prêts à travailler dessus. Ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça fait le job. Donc, il faut s'appuyer sur les infrastructures qui existent et puis il faut bien se faire conseiller. Moi, je n'ai pas étudié l'agriculture, c'est pas mon métier. J'ai pas étudié le poulet non plus, donc mais on est bien là-dedans. Mais pour dire que il faut juste se faire conseiller convenablement, c'est-à-dire avoir un ingénieur agronome compétent, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il dit, et derrière faire tout le côté business pour s'assurer que ça se passe bien. Donc moi, par exemple, au-delà de la supervision globale du projet, je fais tout le côté montage financier, parce qu'en réalité, c'est ça dont on a besoin. Et on voudrait investir autour de $100 000 rien que cette année avec l'aide de nos actionnaires. Ok, d'accord. Et vous vous êtes dit, on va aller à l'agriculture plutôt qu'à l'élevage de poulets. Donc vous continuez à acheter vos poulets et vous cultivez par ailleurs, ou bien comment est-ce que ça se passe? Ça n'a rien à voir avec la chaîne de production de coucou? Si, à terme, c'est ce qu'on veut, parce que moi j'étais là, j'ai un contrat clé en main, parce qu'on vend quand même de plus en plus de poulets chaque mois. Alors je voulais offrir un contrat d'appro à une société qui existe, à une ferme qui existe, avec évidemment des spécificités claires sur la qualité du poulet, le poids et tout le reste. Mais pour l'instant, j'ai trouvé personne. C'est un contrat de 2000, je pense, $2 000 le mois. Ça peut aller jusqu'à 5000, mais j'ai trouvé personne. Donc à terme, il faut qu'on se lance. Ça, je l'ai dit même à mes associés, on n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes, parce que ça nous permet de diminuer les coûts, ça nous permet de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et c'est ça aussi un peu le problème en RDC, parce que on est dans un pays où, si vous voulez du lait, il faut élever sa propre vache. Tout à fait. Comme on n'a pas le choix et qu'on peut mobiliser les fonds, je pense qu'on va le faire, on va s'y lancer. Et tous les projets que nous faisons sont quand même assez interconnectés. Donc, il ne faut pas s'étonner demain qu'on fasse une entreprise de transport simplement, que ce soit type cargo, donc polyvivrier, ou donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en fait, vous répondez à vos propres problèmes et vous en faites une entreprise. C'est ça? Exactement. C'est ça le principe. Concrètement, comment est-ce que ça se passe pour vous? Je parlais de transport. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux révéler de ce côté-là ou pas encore? Bon, côté transport, on s'était dit, vu les difficultés par exemple que les entreprises ont à acheminer leurs marchandises, par exemple pour la livraison, hein, c'est assez compliqué, on sait que c'est complexe. Nous-mêmes, on a dû itérer, je pense, à 4 reprises notre propre service de livraison, au point où mes collaborateurs étaient en train de me dire, bon voilà, Christopher, je pense qu'il est temps qu'on sous-traite. Alors que moi, je disais que c'est quelque chose de tellement stratégique qu'on peut pas. Si on arrive à maîtriser ça, on pourra le vendre à d'autres. Donc ça, par exemple, dans les années qui viennent, je dirais mois-année, on pourra le faire. Mon côté un peu, comment dire, parce que c'est pas une solution qu'on a envie d'offrir directement, surtout pas à nos concurrents, par exemple. Imaginez tous les autres qui font du plaisir. Pourquoi pas à nos concurrents? Donc, on aurait pu se le permettre, mais bon, non, on va garder ça pour nous. Mais c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas offrir cette solution à vos concurrents? Oui. Pour l'instant, c'est moins rentable. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors, pour l'instant, ce serait moins rentable. Parce que si on fait que du transport, ce serait moins rentable. On a même pensé, pendant qu'il y a eu la crise ici, sincèrement, on y a vraiment songé. Parce que d'autant plus que je pense qu'on a probablement un service de livraison le moins cher sur le marché actuellement. Et on s'est dit, bon, on avance d'abord, on voit comment chacun se débrouille et puis on va voir plus tard. Alors, il y a une question ici de Lionel qui est de savoir pourquoi avoir choisi uniquement les tomates, le piment et le gombo. La rentabilité. La rentabilité. La rentabilité. Tu veux dire... Il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première des choses, quand j'ai fait appel à un cabinet pour leur dire, écoutez, on veut investir dans l'agriculture, je veux que ce soit à Kinshasa pour des raisons de transport et de proximité, et je veux que ça concerne des denrées que nous sommes capables de financer rapidement. Alors, ils ont fait une étude pour voir ce qui pouvait être produit ici, au plateau de Bateke, à Kinshasa, vu le climat et la qualité du sol. On nous a proposé 6 cultures. La culture la plus intéressante, c'était les ananas. Ça faisait plus de 130%, je sais pas. Tout à fait. Mais lorsque vous ramenez ça sur la durée,
vous faites la marge brute divisée par la durée, vous vous rendez compte que l'ananas, ça fait 16 mois. Tout à fait. Il faut des cultures à 3 mois. C'est moins intéressant que les tomates 4 mois ou que le gombo qui fait 45 jours. Exactement, oui. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, c'est beaucoup plus ça. Ouais. Ok, donc la rapidité de retour sur investissement. Ok, et donc là, vous pouvez avoir 4 récoltes, 3 à 4 récoltes par... Ton pied, mon pied, bon, j'ai pas tout compris. Mais donc là, l'avantage, c'est d'avoir plusieurs récoltes par an, et c'était ça votre critère. Parmi les produits les plus consommés, c'était ça vos critères. Oui, oui, c'est ça nos critères, c'est ça. Et d'autant plus que il faut bien comprendre qu'ici en RDC, la plupart de ce qu'on mange, c'est importé. Il y a des défis, il y a comment on appelle ça, un déficit alimentaire structurel. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple le Haut-Katanga produit 200 000 tonnes de maïs, mais il a besoin de 800 000 tonnes. Donc il y a un déficit de 600 000 tonnes qui est tiré des pays voisins. Et c'est la même chose pour beaucoup de denrées. Et quand vous prenez Kinshasa comme mégapole, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus les provinces environnantes qui nous procurent ce dont nous avons besoin. Tout à fait. Alors qu'il y a moyen de les produire ici, il y a moyen de, je ne vais pas dire d'inonder le marché, mais il y a des trônes à prendre, j'ai envie de dire. Parce que nous, quand on crée tu peux le dire. Voilà, donc il y a des trônes à prendre. Et s'attaquer à une niche, se spécifier là-dedans, c'est l'opportunité d'exceller et d'avoir le temps d'exceller. Parce qu'il y aura des problèmes qu'on va rencontrer. Dans chaque business, il y a toujours un souci. C'est évident. Aujourd'hui, j'étais allé voir un petit business que nous montons, que nous supervisons d'arachide. Au début, je pensais que c'était très simple. Je me suis rendu compte que c'est très compliqué quand même. Donc il y a toujours un petit problème. Et l'idée, c'est d'être dans une niche qui nous permet d'avoir le temps de régler l'essentiel des problèmes avant que les autres ne viennent. Tout à fait. Là, on a une autre question de Deva Agency. Est-ce que ces produits sont les plus rentables à exploiter ou c'est juste un choix? Donc, tu as parlé de l'ananas, de la rentabilité de l'ananas. Tu as parlé des autres produits dont le temps de gestation est plus court. Est-ce que vraiment tu considères que la réduction de temps de gestation les rend plus rentables ou bien il y a autre chose derrière? Oui, ça les rend plus rentables parce que l'idée, c'est, moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est immobiliser du cash. C'est pour ça que j'aime pas encore, je veux pas investir dans l'immobilier pour l'instant. Donc, immobiliser du cash, je suis un trader, je suis capable de gagner des pourcentages très importants mensuellement, trimestriellement, sans avoir à me compliquer avec des gestions de personnel, ainsi de suite, juste en investissant en bourse. Alors, du coup, j'ai du mal, moi, avec l'immobilisation de cash. Donc, de mettre de l'argent, d'attendre 16 mois avant de récolter, c'est trop pour moi. Oui, les risques sont importants, oui. Je sais pas, moi, 500 000, 1 million, ça devient intéressant. Mais quand on est sur du 100 000, on est sur du 20 000, sur du 50 000, du 200. Du coup, on va sur quelque chose qui nous génère du revenu. Pour l'instant, on a besoin d'avoir des produits vache à lait, j'ai envie de dire, qui génèrent du revenu. Et avec ça, on peut voir comment aller sur des trucs sur le long terme. Donc, comme les ananas, le maïs, etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos téléspectateurs ce que tu viens de dire? Parce que c'est assez... ça me paraît assez évident, mais c'est pas si évident que ça. Il faut décortiquer un petit peu le raisonnement que tu fais. À savoir, il nous faut des produits, je répète ta phrase, il nous faut des produits qui sont qui sont vache à lait, pour pouvoir se donner le luxe de faire des investissements à long terme. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Comment est-ce que te vient cette réflexion et comment est-ce qu'une personne peut mener ce type de réflexion? Ok, alors en ce qui concerne l'investissement, bon là je reviens comme ma casquette de conseiller en investissement. Ce que je dis à mes clients, c'est qu'il faut avoir 3 horizons temporels à chaque fois qu'on veut faire un investissement. Le premier horizon, c'est le court terme. C'est-à-dire, j'investis pour avoir quelque chose chaque jour ou chaque semaine, chaque mois. Parce que c'est avec ça que je vis. Le deuxième horizon temporel, c'est le moyen terme. J'investis sur une durée de 2 ans, 2 à 5 ans. Et puis, j'ai le long terme. C'est dans ça qu'on bâtit des fortunes. C'est-à-dire, j'investis sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Alors, l'agriculture, quand vous regardez même au niveau mondial, vous vous rendez compte que, par exemple, la Chine a besoin de terres. Elle va en Afrique pour acheter des terres et les acquérir. Donc, le simple fait même d'être propriétaire terrien vous positionne
pour être des partenaires des futurs Chinois qui viendront. Parce qu'ils viendront. Ils n'ont plus assez d'espace pour cultiver leur riz, donc ils viendront. Et beaucoup d'acteurs vont venir par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, on a un moyen, on a des ressources limitées. C'est Kinshasa, on ne sait pas lever de l'argent n'importe comment. On a quand même des limites. Comment on fait pour générer suffisamment de cash et nous permettre de commencer à acquérir des terres, mais aussi de faire des cultures de long terme, par exemple comme le maïs ou comme le riz, et ainsi de suite. Et les opportunités se multiplient. Il y a Monsieur Luc Gérard qui a fait une usine, je pense, de transformation de riz au niveau du Congo central. Donc lui, par exemple, il cherche des gens qui sont capables de lui apporter du riz. Son usine fonctionne à 10% de sa capacité. Il y a aussi, oui, tout à fait. Il y a aussi Jumbo qui recherche des producteurs pour alimenter son usine de transformation de jus. C'est le vrai problème, effectivement, c'est que oui. Manitech aussi, oui, tout à fait. Qui a eu une stratégie, je ne sais pas si ça fonctionne, mais la stratégie de Manitech a été de demander aux gens de mettre à disposition leur jardin, leurs fruits de jardin, histoire de faire dans la masse. J'espère que ça fonctionne. Mais effectivement, le problème premier dans l'industrie agroalimentaire en Afrique et en particulier à Kinshasa, au Congo, c'est la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous transformez déjà? Non, nous transformerons parce que quand on a fait l'étude de la chaîne de valeur, on s'est dit, OK, combien gagner le producteur? En réalité, par exemple, sur la tomate, le producteur, il gagne 16% du prix final. Donc, 1 kilo, je crois que maintenant, il doit être autour de 3 000, 4 000 francs. Et le producteur, il prend 500 francs, 600 francs dessus. Donc, c'est 16% tout au plus. C'est très peu. Mais avec ces 500 francs, 600 francs, si il a un bon rendement, il se fait quand même plus de 100% de marge brut, malgré les 500 francs. Maintenant, le reste de la valeur est créé par les grossistes, parce que c'est eux qui viennent prendre directement les récoltes et aller les distribuer. C'est également les détaillants, c'est les supermarchés, c'est également les restaurants ou les transformateurs comme Manitech et ainsi de suite. On en a d'ailleurs pas beaucoup. Alors on s'est dit, ce qui était le plus simple à faire, et là où tout le monde fouillait, c'était la production agricole. Donc on sait que ça va être dur, mais on se dit, si on met suffisant, c'est pour ça qu'on est en train on fait une levée quand même, 100 000 c'est pas peu, c'est quand même beaucoup. Et l'idée c'est d'arriver à avoir suffisamment de cash pour pouvoir régler les principaux problèmes de la production agricole, de devenir leader là-dedans, de devenir une référence, et ensuite de commencer à voir comment transformer. Parce que les tomates, par exemple, paumées, le piment, parfois le filet de piment, il va jusqu'à 200 000 francs. Il varie entre 80 000, parfois jusqu'à 200 000 francs. Le même filet. Oui. Donc il y a quelque chose à faire sur ce secteur et c'est énorme. Tout à l'heure, il y a une question qui se posait, je pense, de savoir s'il est plus intéressant de distribuer localement uniquement ou bien si l'exportation est une meilleure idée. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question ou une logique simplement à communiquer. Alors, moi, je pense que l'exportation, c'est pertinent. C'est pertinent, mais ça nécessite beaucoup plus de boulot que de fournir le marché local, à mon avis. C'est-à-dire, et puis ça dépend aussi des produits. Si par exemple vous faites des fruits, les mangues par exemple, je sais qu'à l'international ça se vend bien, il y a les mangues, il y a des cultures qui s'exportent quand même bien. Alors comme tout le monde est orienté exportation, ça fait qu'il y a un vaste pan de la demande locale en fruits. Regardez les mamans qui vendent les mangues et ainsi de suite ici. Où est-ce qu'elles les prennent? Elles les prennent dans des maisons, dans des parcelles. Je crois que nous, on a 2 manguiers. Donc, je crois qu'on offrait même des manguiers à nos clients coucou. Donc, il y a des mamans qui viennent pour les acheter et les vendent. Donc, il n'y a pas un marché organisé ici et qui s'occupe de résoudre le problème de la demande ici, au point où les supermarchés importent des mangues d'Afrique du Sud. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, non, il y a tout à faire. Il y a tout. Donc, commençons par la demande qui est ici. C'est rentable. Déjà, c'est bien et puis c'est rentable, ça crée de l'emploi. Nous, on va créer à terme peut-être 40, 50 emplois et ça profite à tout le monde. Donc, comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas plus de monde puisque c'est rentable? Tout le monde veut de l'argent. Là, l'argent est là, mais les gens
ne se rue pas dedans, il se rue plutôt dans le numérique ou dans toute une série d'autres choses. Comment tu expliques ça? Je pense que c'est le capital de départ. D'accord. Il y a une grosse firme de la place ici, étatique, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom, mais qui dépense entre 8 et 10 000, je pense, par hectare, juste pour la tomate. Ça veut dire avoir le rendement qu'on veut, ça a un prix. Ça a un prix, ça coûte. Ça coûte. Et malheureusement, faire une entreprise de service, c'est beaucoup plus simple. Créer un site internet, c'est moins de $250. D'ailleurs, si tu vas sur YouTube, tu apprends l'essentiel. Voilà, tu peux faire quelque chose. Et c'est pour ça que les gens fouillent. Et puis, c'est aussi le côté, c'est pas sexy. Aujourd'hui, ce qui est sexy, c'est le numérique, c'est le site internet, c'est ça qui est aller en brousse, se mouiller. Parce que moi, j'étais allé, je t'enverrai une vidéo de quand on est allé acquérir une terre. On est allé, mais c'est pas tout repos. Et ça, il y a des bestioles, il y a un sentier, c'est pas toujours évident. Mais c'est là qu'il y a l'argent. C'est pas sexy, c'est pour ça que les gens veulent pas y aller. Tout à fait. Et on voit dans les commentaires, ils veulent gagner de l'argent vite. Jancy qui dit quelque chose de très pertinent aussi, les gens veulent gagner vite. Donc les gens sont sur court terme aussi. Je connais des gens qui ont investi dans l'agriculture et qui veulent avoir de l'argent 3 mois après, alors qu'il est dans le maïs. Il doit attendre au moins 5-6 mois, mais il veut avoir de l'argent 3 mois après. C'est peut-être pas renseigné. Incompréhensible. Ok. Incompréhensible. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on voit ici dans les commentaires, le raisonnement court-termiste, alors que l'agribusiness, c'est sur la durée que ça se joue. Tu parlais de rendement à plusieurs reprises. On voit que sur un même hectare, les terres africaines ont un moins bon rendement que les terres d'autres pays, comme les terres chinoises, par exemple. Comment est-ce que tu expliques ça? Il y a également l'utilisation des engrais et puis les techniques agricoles. C'est malheureusement ça. Je regardais même pour le maïs, parce que le maïs, ça m'intéressait beaucoup. Pour être honnête, l'opportunité que moi j'avais vue au début, c'était d'ailleurs sur le maïs. C'était de dire, bon, regardez le déficit qu'il y a au Kasaï, au Congo, enfin au Katanga. C'est-à-dire combien de sacs de maïs ont quitté Kinshasa pour aller là-bas. Non, ils ont importé de l'Afrique du Sud, de la Zambie. Simplement parce que là-bas, un sac de maïs, il coûte $8. Il coûte 5 à 8 $, je pense. Alors qu'ici, il est à $20. Okay. Alors quand je me suis renseigné, vous vous rendez compte que c'est un problème c'est vraiment le côté technique agricole utilisé, les semences utilisées, au-delà des terres, hein, donc il y a les terres, les semences utilisées. Et quand vous allez dans des pays comme les États-Unis, le Maroc, il y a aussi beaucoup d'engrais chimiques qui sont utilisés. C'est pas une culture bio, il faut le dire aussi. Ce qui fait que les rendements là-bas sont beaucoup plus boostés que chez nous. Et ici, à Kinshasa, enfin au Congo, c'est uniquement du bio? Partout, c'est bio? Non, partout, ce n'est pas bio. Il y a des gens qui utilisent des engrais. Après, c'est là que, bon, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que le bio, il y a des engrais qui sont permis. Ça dépend des périodes dans lesquelles, pendant lesquelles vous les placez, ainsi de suite. Il y a des engrais qui sont permis, chimiques, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'ici, les gens, c'est surtout un problème de culture, de technique agricole. Et même si les gens font du bio, certains font du bio, ils ne savent pas le vendre comme du bio. Ok. Donc c'est juste du maïs, c'est tout. Alors qu'il faut un brand pour dire, écoutez, là-bas, il y a des pesticides et tout ça. Et nous, ce qu'on vend, c'est du naturel. Mais il n'y a pas ça. Donc on pense que le marketing, il faut arrêter ça au niveau de la banque. Mais quand il faut parler d'agriculture, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de communication. Ça n'existe pas. Il y a un marché à prendre pour les spécialistes du marketing et de la communication qui ont envie de se mouiller et de se retrousser les manches pour discuter avec les agriculteurs et les agro-businesseurs ou les agro-entrepreneurs. Dans ce domaine-là, c'est clair qu'il y a un grand manque. Il y avait une petite remarque tout à l'heure. Il y en a deux. D'une part, ça a été souligné la difficulté de l'acheminement. Comme l'une des raisons qui freine un petit peu le fait que des gens se lancent ou non dans l'agriculture. Et d'autre part, une question ici, les engrais naturels, ça existe normalement? Oui, ça existe. Bon, on utilise en général de la fiente de poule. Tout à fait. J'ai vu ça, j'ai pas manipulé moi-même. C'est hyper chaud. Je devais envoyer peut-être des images, mais c'est la fiente de poule qu'on utilise. C'est comme nous, par exemple, on utilise essentiellement de la fiente de poule. Ouais, on va d'ailleurs acheter 100 sacs bientôt là,
et acheminer ça, je pense, la semaine prochaine dans la ferme. Mais donc vous achetez ça où? Au Congo ou ailleurs? Si, au Congo, c'est disponible. C'est ici qu'on achète ça. Il y a des fermes, donc il y a des gens qui ont des grosses fermes avec des poules pondeuses ou ainsi de suite. Donc ils revendent ça comme engrais à d'autres fermes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi, lorsqu'ils créent leur ferme, ils essaient de faire quelque chose, carrément un écosystème. Donc d'un côté, ils ont peut-être des poules, ils ont des porcs, et puis de l'autre côté, ils ont les champs, ils utilisent tout dedans. Un écosystème complet. C'est logique. Est-ce qu'il y a déjà des réseaux d'entrepreneurs agricoles en RDC pour, par exemple, je vois ici Deva Agency qui semble être très intéressé par le sujet et vouloir s'y lancer. Est-ce qu'il y a des réseaux d'entrepreneurs agricoles ici en RDC? Ok. Oui, je fais partie d'un petit réseau. En tout cas, j'ai participé. Je fais partie d'un petit réseau qui s'appelle AgriConnect. On se réunit, je crois, 2 fois le mois. Au niveau on cherche un lieu en général, mais il y a un groupe WhatsApp aussi. Et la particularité de ce réseau, c'est qu'il n'y a que des agripreneurs. Donc tout le temps, vous entendez parler de NP4, de hectares, de machin, c'est très technique. Ce sont des gens qui s'essayent. Et j'étais même surpris, parce qu'avant que je fasse mon voyage pour le Congo central, j'ai rencontré des gens formidables qui faisaient avec les moyens de bord. Ils avaient 1 hectare, 2, 10, et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Donc il y a un réseau qui existe seulement. Je crois qu'il y a un gros problème de mobilisation de cash. Et c'est ça le gros souci ici en RDC apparemment. C'est que les gens ont du mal à mobiliser le cash nécessaire. Et ces agriculteurs-là, encore beaucoup plus. Parce que tout le monde pense que c'est hyper risqué, il faut attendre longtemps. C'est quand même pas évident. Et comment est-ce que toi tu t'en sors pour mobiliser le cash, parce qu'on en arrive sur la question de l'investissement. Comment est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que vous, Bétou et consorts font pour mobiliser du cash? Parce que vous n'avez pas l'air d'être sensible au fait que le cash soit difficile à obtenir en RDC. Oui, en tout cas, nous, on n'a pas ce problème-là en particulier. Et c'est tout notre cheval de bataille ici. À chaque fois que j'ai un rendez-vous avec des clients ou avec des gens, je leur dis, il n'y a pas de problème d'argent. L'argent, en RDC, il y en a. Ce qui manque, c'est les bons projets ou les projets bien pitchés. Et beaucoup de gens, parfois, vous rencontrez par exemple un entrepreneur qui vient, il vous dit, voilà, j'ai un projet génial, il me faut 100 000. On lui demande, toi, tu as déjà mis combien là-dedans ou combien tu vas mettre? Il dit, bon, j'ai encore rien mis, j'attends que vous me donniez l'argent pour le faire. Ça marche pas. Oui, donc dans la manière de pitcher, ça marche pas. Ce que les gens aiment entendre, c'est, voici, j'ai un projet, le projet, j'ai besoin d'1 million ou de 100 000 pour le faire. Mais quand je le morcelle, la première phase me demande 10 000. Et moi, j'ai déjà 1 000. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire ça. Tout à fait. Donc les gens doivent comprendre que, parce que vous n'êtes pas là pour quémander. Et c'est ça le gros souci ici. C'est que quand on veut de l'argent, c'est comme si on quémandait de l'argent, on le mendie. Non. La personne qui investit, elle investit par rapport à une opportunité. Il faut marketer ça comme ça. Il faut bien faire comprendre aux personnes que voilà, il y a un train qui en marche, vous le prenez, vous le ratez, que vous soyez là ou pas, nous on va avancer, on va le faire. Même si on doit creuser le puits nous-mêmes, on va le faire. Et c'est cette énergie qu'il faut essayer de transmettre. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de problème d'argent. Combien de banquiers il y a ici? Combien d'individus gagnent plus de 500 $ par mois et qui sont capables? Bon, après, il y a un côté aussi montage financier qu'il faut faire. Par exemple, chez nous, le minimum à investir, c'est 500 $. La première tranche, c'est de 250 $. À partir du moment où vous êtes actionnaire, parce que vous êtes propriétaire de l'entreprise, pratiquement, vous signez les statuts, ainsi de suite. À partir du moment où vous êtes propriétaire, on peut vous faire un plan d'investissement où vous pouvez investir minimum 100 $, peut-être sur une durée de 6 mois, 12 mois. Parce qu'on sait que de toutes les manières, même si on avait $1 million là tout de suite, on ne va pas les dépenser maintenant. Il y a un plan de décaissement à respecter. Mais combien de gens essayent d'étaler leur projet par rapport au plan de décaissement? Très peu. Combien de gens savent de combien ils ont besoin? Parce que oui, tu veux 100 000, ok. Si on te donne les 100 000, comment tu les répartis? Et comment, si on te donne 500 000, ça peut impacter sur ton chiffre d'affaires, sur tes bénéfices? Ça manque. Ça manque de rendement, malheureusement. Et pas que chez, une petite précision, et pas que chez les jeunes entrepreneurs. Même chez les chefs d'entreprise aguerris. Je tiens à assister des gens qui ont plus de 10 ans dans le métier, plus de 15 ans, qui ont des chiffres d'affaires extraordinaires, parfois qui font même le million. Moi, j'ai des clients qui ont des soucis comme ça aussi.
Et comment ils sont parvenus à faire des millions s'ils ne savent pas comment comprendre cette partie-là de leur business? Parce qu'ils avaient déjà du revenu. Vous avez parfois des gens qui, soit ils ont hérité, soit ils avaient une parcelle, ils ont vendu leur parcelle, ils ont eu du cash, ils ont avancé, et puis ils ont réinvesti, mais à un moment donné, ils touchent un plafond de verre. Donc il peut faire 1 million. Peut-être pour nous, $10 000 le mois, c'est un plafond de verre, mais pour lui, $100 000 le mois, c'est un plafond de verre. Donc à son niveau, il est coincé et il a besoin de lever du cash pour avancer, ou il a besoin de structurer différemment. Mais il est tellement habitué à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, pas de business plan, pas de vision stratégique bien structurée, pas de tableau de bord bien ficelé. Il se dit ça a toujours marché comme ça, pourquoi aujourd'hui ça va changer? Donc il y a aussi ce problème-là à ce niveau. Et c'est pourquoi regardez par exemple les entreprises les plus importantes. Combien sont détenues par des Congolais? Les 50 premières entreprises en termes de chiffre d'affaires, combien? Moi-même, quand je ferme les yeux, je me dis, OK, je pense à Equity Bank, c'est Kenyan. Marsavco, c'est indien. Bon, il n'y en a pas. Tout à fait. Il y a donc... Oui, c'est vraiment c'est terrible. Il faut que tu nous aides. Il y a justement 3 questions ici. Je vais te les poser toutes les 3 comme ça, je ne serai pas perdue dans les commentaires. Il y a une question sur l'accompagnement des banques, est-il réel? Une deuxième question sur comment faire pour vous contacter pour devenir investisseur. Et la 3e question de la même personne, c'est quel est le profil d'investisseur que vous recherchez? Ok, alors pour me contacter, on peut me laisser un message sur semoko@b2group.com, donc mail. Les banques, il y a beaucoup à dire sur les banques, mais bon, avant les banques, je parle du profil. Alors en ce qui concerne le profil d'investisseur qui m'intéresse, c'est surtout les personnes qui ont un revenu, idéalement, qui travaillent quelque part, donc, et qui peuvent se permettre de mettre à disposition un certain montant sans que ça le pèse. Donc ce sont les gens qui peuvent avoir une idée de moyen terme, long terme. Donc en mettant $500, ça ne les pénalise pas tant que ça. Mais comme on a quand même besoin de lever beaucoup, alors on a créé un système, c'est que la société, c'est une SA, une société par action. Donc ça veut dire que les gens peuvent s'échanger les actions, les vendre quand ils veulent, et on va s'occuper, nous en tant que B2 Group, d'organiser le marché de vente et d'achat qui seront déjà... Donc si quelqu'un a besoin d'argent maintenant... De mini marché boursier de gré à gré. Ok. Donc si une personne qui a investi chez vous a besoin de liquidité maintenant tout de suite et est pressée, moi je peux rôder chez vous pour acheter à $250 une action qui en vaut 500. Oui. Où est-ce qu'il faut rôder? Bon, après, on essaie de créer des bases de données. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des bases de données de plusieurs investisseurs. Donc, quand il y a un investisseur qui a, par exemple, des actions à vendre, donc il le signifie, et nous, on le passe dans notre réseau d'investisseurs. Celui qui est intéressé, il achète à ce prix demandé ou un peu plus bas. Si on peut, on rachète même. Moi, j'ai des actions que je voudrais bien racheter, d'ailleurs. Mais bon, si on peut, on rachète et puis on revendra plus tard. D'ailleurs, on a un projet comme ça qu'on a soumis à la Banque centrale. Il y avait un concours de la Banque centrale, malheureusement, qui tire un peu en longueur. On a soumis un projet comme ça et notre projet, c'était de créer un marché boursier. Mais contrairement à l'État, c'est de créer un marché boursier qui vient d'initiatives privées. Parce que ce qui coince, c'est que c'est l'État qui veut nous imposer un marché, alors que ça ne répond pas forcément à nos besoins. Nous, on a besoin de se financer. Et la banque ne peut pas nous financer. La banque ne peut pas financer des projets. Pourquoi? En tout cas, pas en RDC. Ça rejoint justement la question qui a été posée là. Pourquoi la banque ne peut pas financer? Exactement. Vous savez ce que vous faites, à cause de la structure tu me dis de son bilan. D'accord, ok, c'est-à-dire à cause la banque a des dépôts pour financer, la banque joue un rôle d'intermédiaire. Donc, elle prend de l'argent des déposants et elle les place auprès des gens qui en ont besoin. Maintenant, la structure des dépôts, de manière générale, parce que j'ai fait une étude pour un client qui concerne le secteur bancaire, la structure des dépôts, c'est que 80% des dépôts sont des dépôts à vue. Donc, en gros, c'est des comptes épargne, même pas compte épargne, compte courant. Donc, tu mets ton argent le matin à $100, à midi, tu viens récupérer 50. Donc, on peut pas se servir de ça pour financer des projets d'investissement. C'est-à-dire des trucs qui vont sur plus d'1 an. D'accord. Et puis, d'un autre côté, il y a le risque
lié à l'activité. Il faut bien comprendre que 1%, je crois que la statistique mondiale, c'est 1% des entreprises qui survivent, 1% des projets créés qui survivent sur les 5 ans. Donc, et on est en RDC, donc c'est sûrement encore plus. Encore plus élevé. C'est terrible. Encore plus élevé, c'est terrible. Donc du coup, ils ne peuvent pas aller prendre ce risque-là parce que ce n'est pas leur argent. Par contre, il y a des individus, par exemple moi, je suis prêt à prendre un tel risque sur un capital assez faible, peut-être sur $500, sur 1000, sur 2000. Je peux me permettre d'investir dans un business. Okay. Parce que je sais que high risk, high return. Donc, mais actuellement, il y a un souci à ce niveau-là, c'est que la banque ne peut pas. Et autre chose, mais au-delà du fait que la banque ne peut pas, c'est qu'on a encore, et ça c'est très triste, et je l'ai vu avec beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est que la banque, à partir du moment où vous êtes une PME, elle s'en fout un peu de vous. J'ai un compte bancaire depuis très longtemps qu'on approvisionne régulièrement, mais je ne connais pas mon gestionnaire de compte. Ah oui. On est bien marqué comme entreprise, mon gestionnaire de compte, on ne m'a jamais passé un coup de fil. Il ne sait pas ce qu'on fait exactement. Quelles sont nos entrées, quels sont les produits dont on pourrait avoir besoin. On ne m'a jamais sollicité, je crois que ça fait plus de 6 mois ou 8 mois. On a un compte bancaire de 6 entreprises. Donc bon, à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est quoi, on va leur proposer de faire le marketing à leur place. Après, bon, mais il y a un réel problème ici. On est encore vraiment au niveau 0,03. Alors, on a 2 autres questions. Est-ce que c'est bien légal? Et avant de répondre à cette question, est-ce que tu pourrais épeler l'adresse à laquelle on peut contacter B2 Group pour plus de renseignements ou aller dans votre groupe d'investisseurs? Est-ce que tu peux épeler l'adresse? C'était C-Mukoka? Oui, C-M-U-K-O-K-A, donc C-Mukoka, @B2 Group, donc B-E-T-U-G-R-O-U-P, donc B2 Group sans E, .com. Ou carrément aller sur le site b2group.com et regarder la partie contact. Je crois qu'il y a un numéro support. On peut aussi contacter là-bas directement. Ok. Et là, il y a directement une question. Combien d'actions restent-il? Il y en a encore plein. Yabiso Bonabiso risque de faire partie clairement de vos investisseurs. Et l'autre question, est-ce que c'est bien légal donc de créer un marché boursier privé en dehors de l'État? Est-ce que les montages que vous faites pour que les gens puissent se financer, se refinancer ou autres sont légaux? Oui. En ce qui concerne, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre que même au niveau mondial, le marché de gré à gré est plus important que le marché centralisé. Donc, par exemple, la bourse de New York, c'est une part simplement des échanges. Il y a une grosse partie se fait de gré à gré. Ça veut dire, moi, Christopher, j'ai des parts d'une entreprise X et puis je dis, OK, je vais vendre à Laetitia à tel prix. Par exemple, lorsque actuellement il y a quelque chose qui a des prix iconiques, c'est Equity Bank qui voulait racheter la BCDC, je pense. Tout à fait. Cette transaction n'est pas passée par un marché. Ouais, c'est pas passé par un marché boursier. C'est une transaction de gré à gré. Donc, ils ont écrit une lettre, voilà, on veut racheter des parts à l'investisseur, au propriétaire. Ils vont passer la transaction tranquillement. Donc, ici, c'est pareil. Ça veut dire, on est sur quelque chose qui est de gré à gré. Simplement, on veut le centraliser. Et bien évidemment, étant donné que nous sommes une société et que dans notre objet social, il y a le conseil en stratégie, ainsi de suite, en entreprise, en investissement. Donc, ça rentre dans ce cadre-là. Autre chose aussi, l'intérêt de faire des business qui ont une portée assez grande. Par exemple, c'est-à-dire quand on fait coucou, on veut dominer le marché. Quand on fait Black and Yellow, on veut dominer le marché. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir de se formaliser au maximum parce qu'on a des investisseurs qui sont en France, par exemple. Donc, on doit avoir 3 ou 4 actionnaires qui sont en France, on doit en avoir 2 qui sont aux États-Unis. Donc, ils ne sont pas là, donc ils doivent être quand même rassurés. Et c'est avoir des statuts, c'est avoir un conseil d'administration, c'est avoir ce côté légal qui permet de rassurer un peu tout le monde. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Ok. Et donc, très concrètement, n'importe qui a du cash qui dort et qui n'en a pas besoin dans les prochains mois peut contacter B2 Group, demander à en savoir plus et investir. Oui, sauf les politiciens. Sauf les politiciens.
Et qu'est-ce que tu appelles politicien du coup? Est-ce qu'une personne qui a été candidat mais n'a jamais gagné est politicien? Oui, en tout cas, les politiciens et les personnes politiquement exposées, nous les évitons. Alors moi, j'ai pris cette habitude. C'est pas comme si on nous a obligés, hein. On nous a pas obligés. Mais moi, j'ai pris cette habitude depuis que je fais de l'investissement en bourse pour compte de tiers. Donc, il se fait que toutes les personnes qui sont politiquement exposées, surtout dans un pays à zone rouge comme le nôtre, sont considérées comme des potentiels blanchisseurs d'argent. Il faut bien le comprendre. C'est pourquoi d'ailleurs il y a très peu de plateformes de trading, très peu de plateformes de trading qui sont accessibles aux citoyens congolais. Juste parce qu'on considère que les traçabilités de fonds sont difficiles et donc c'est compliqué de se rassurer, et surtout chez les politiques malheureusement. C'est comme ça qu'ils considèrent les choses. Et donc nous aussi on évite, simplement. Mais je veux pas qu'on m'interdise de trader en bourse parce que j'aurais dans une affaire un lien avec une politique quelconque. Tout à fait. Je vois les gens qui rigolent là. Ah là là. Il y a toujours la question d'il reste combien d'actions, donc de toute évidence vous aurez quelques nouveaux actionnaires dans quelques minutes après l'émission. Heureusement on a mentionné les informations de B2 Group ici dans les commentaires, on va les rementionner. Je voulais revenir sur Coucou, l'aventure qui a été le premier bébé de l'entreprise pour les quelques minutes qui nous restent. Sur base de Coucou, quel est le conseil ou quelle est l'erreur que vous avez commise, que vous conseilleriez à une personne qui se lance de ne pas commettre? Ok. Erreur que nous avons commise. C'est difficile. Là, tout de suite. Ok, l'erreur, je peux dire que l'une des erreurs, c'est qu'on n'a pas lancé aussi vite qu'on aurait dû. Mais après, bon, ça s'est avéré c'était une erreur à mon avis. On aurait dû lancer plus tôt. Mais le temps de faire tout ce qu'on avait à faire, après faire du business développement en même temps que tout ce qu'on fait, c'est une activité à part. Développer un business alors que vous avez 2 business à gérer. Aujourd'hui, nous avons 20 collaborateurs répartis sur 3 business différents. Ça doit passer on va passer avec la Kenyelo à... Apparemment, il y a une petite difficulté de connexion à nouveau. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou du tien, Christopher. Oh! Quoi qu'il en soit, c'est peut-être Instagram qui est en train de nous donner un présage de ce que c'est bientôt terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était l'une des interventions les plus enrichissantes sur un sujet qui est peu abordé en RDC auprès de gens normaux, hein, on va dire comme vous et moi, même entrepreneurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que on va très rapidement vous communiquer les coordonnées pour en savoir plus sur B2 Group et entrer en contact avec l'entreprise afin de pouvoir aller plus loin dans vos projets d'investissement, que ce soit avec eux ou avec le RAID, parce qu'ils ont plusieurs ailes. Et bien entendu, si vous avez faim ce soir ou un autre soir, sachez que Coucou, c'est la meilleure entreprise de poulet de Kinshasa. Et je suis extrêmement honnête en le disant, on a testé à plusieurs reprises plusieurs manières de se procurer du poulet parce que j'adore ça, et c'est la seule entreprise qui ne nous a pas déçus sur ce sujet-là au niveau qualité. Donc je pense que vous ne vous tromperiez pas en tentant l'expérience Coucou. Moi, en vous disant coucou, je vous dis en fait au revoir. Merci de nous avoir suivis. La vidéo sera disponible pendant encore 24 heures. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui nous ont rejoints en cours de route, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous à Pinchasa. Vous verrez la vidéo qui sera disponible en replay pendant les prochaines 24 heures. Et je vous dis à lundi, puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Bonjour Fred, bonjour et au revoir Fred, mais le replay sera disponible. Je vous dis donc moi à lundi avec un nouvel entrepreneur qui sera une entrepreneuse. Restez connectés parce qu'on vous en dira plus dans les prochains jours. Et entre-temps, je vous dis bon week-end.